Amour durable se dit d'une relation amoureuse de nature à durer longtemps qui présente une certaine stabilité, une certaine résistance. Envie d'appliquer le concept de durabilité non seulement à vos vêtements, à vos meubles, mais aussi à votre couple? Save Your Love Date est fait pour vous. Découvrez Save Your Love Date, le concept qui vous inspire pour une vie à deux harmonieuse, renouvelable et sexy. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazit Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. Attention, épisode passionnant en vue. En effet, sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, nous recevons Lénaïque Stephens, psychologue clinicienne formée à la psychologie de l'enfant et à la guidance parentale. Tout un programme. Avec nous, elle vient échanger sur la place du couple dans la famille, mais pas seulement. Nous allons aussi parler des nouveaux enjeux des couples d'aujourd'hui, de la fameuse charge mentale, de ce qui se joue lorsque l'on devient parent et du pouvoir de l'amour dans tout cela. Lénaïque nous livre de précieuses clés pour être à la fois d'heureux amants et d'heureux parents. Si vous souhaitez approfondir la question, on ne peut que vous conseiller de vous plonger dans son livre « Parents, soyez heureux », fraîchement paru aux éditions Erol. Ne reste qu'à vous souhaiter un excellent moment en notre compagnie. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Alors aujourd'hui, nous serons 3 femmes à ce micro, puisque je suis heureuse d'accueillir évidemment celle qui est chez elle, Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Salut, trop contente d'être là, de revenir encore et encore. Merci du temps que tu vas nous donner aujourd'hui. Et puis avec toi, je suis heureuse d'accueillir Lénaïque Stephens. Bonjour Lénaïque. Bonjour. Alors écoute, je t'ai déjà un petit peu présenté en intro, mais ce que je vais faire, c'est que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je vais te laisser te présenter pour introduire cet épisode. Donc, moi, je m'appelle Lénaïque Stephens, je suis psychologue clinicienne spécialisée dans la prise en charge des enfants et de leurs familles. J'ai donc un cabinet où je reçois des enfants, des parents, toujours tous ensemble. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Parents, soyez heureux » l'année dernière, qui est sorti aux éditions Erol au mois de février. J'essaie de faire beaucoup de choses pour sensibiliser les parents à l'importance de leur bien-être et de leur épanouissement, mais profond, vraiment de leur alignement, je dirais un peu. Donc voilà, à côté de ça, je donne des formations, j'ai un podcast, je fais un podcast il y a quelques années, tout ça. J'ai 3 enfants en tout bas âge, parce que j'ai 3 enfants de moins de 5 ans, donc ça fait beaucoup de couches. Donc, je suis mariée et j'habite en région parisienne. D'accord. Donc, tu consultes en région parisienne? Oui, tout à fait. D'accord. Je pose juste la question au départ parce que je sais qu'on va nous le demander. Ouais. Tu consultes que en cabinet ou tu fais aussi de la téléconsultation? Non, je consulte que en cabinet, mais j'ai plein de contacts de téléconsultation. Surtout, il faut m'envoyer les patients qui demandent et moi, je les réadresse. Comme ça, je les envoie à un réseau de confiance. Parfait, très bien. Bon ben voilà, ça on le dit dès le début parce que je sais que la question viendra jusqu'à nous. Alors la façon dont tu as présenté ton activité et notamment ton livre c'est en disant que ton idée c'était de donner des clés aux parents pour être d'heureux parents. Je pense que nos auditeurs ont bien compris que on avait un peu la même façon de parler de la parentalité et du couple et c'est pour ça nous qu'on trouvait intéressant en fait de t'inviter aujourd'hui, c'était pour approfondir cette question qui nous est chère avec Marie-Lise, c'est celle de demeurer un couple quand on devient
parents. Donc on va vraiment aujourd'hui axer notre échange sur ce sujet. Dans ton livre, tu parles aussi d'éducation, enfin tu donnes des clés pour l'éducation des enfants, mais pour la vie de famille, nous on va essayer vraiment d'axer sur ce côté couple d'amants, couple de parents. Alors, évidemment, j'ai lu ton livre, je le dis entre parenthèses, qui se lit très bien. C'est vraiment plein de bon sens, plein de petites rubriques. Donc ça se lit vraiment très très facilement. Et je pense très bien à deux aussi, et ça c'est important. On le dit souvent nous avec Marie-Lise pour notre livre, on aime que ce soit lu par le couple, vraiment par les deux, pour que c'est de l'effet. Et je pense qu'un livre pour les parents c'est la même chose, que ce soit lu par les deux parents, c'est important. Et je pense que pour le coup ton livre est très bien fait pour ça. Et alors ce que j'ai relevé, je voudrais commencer avec ça, c'est que parce que donc toi tu nous l'as dit, tu reçois des familles en fait, d'abord plutôt que des couples. Tu reçois pas de couple, tu reçois des familles. Non, je reçois pas de couple, non, mais je reçois des parents avec leurs enfants. Donc inévitablement des couples en fait. Ouais, évidemment. Et donc tu disais que tu aimais demander à ce couple de parents de raconter leur histoire d'amour avant l'arrivée de leur enfant pendant la première consultation. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu aimes leur demander ça? Oui, parce que déjà il y a une particularité que je trouve qui est très importante dans mon travail, c'est que alors même que je reçois les enfants, j'exige parce que c'est vraiment obligatoire d'avoir toujours la présence des deux parents à la première consultation. Donc sauf incompatibilité, sauf s'il y a un éloignement judiciaire ou un décès ou un éloignement géographique imposé, etc., où c'est pas possible. Mais sinon, même quand les parents sont séparés, je demande aux deux parents d'être là. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est très important pour l'enfant de voir que ses deux parents se mobilisent autour de lui. Et je suis sûre que ça constitue déjà une grande partie de la mise en place des conseils de guidance parentale, quoi. Et donc, c'est important de le préciser parce que, du coup, comme j'ai toujours les deux parents, je peux demander des petits exercices aux parents en consultation. Et effectivement, donc je demande toujours aux parents de me raconter un peu les symptômes. Et au moment de raconter ce qu'on appelle, nous, les psylanamnèses, c'est-à-dire la préhistoire de l'enfant, Marie-Lise, tu dois connaître, on demande toujours comment c'était la grossesse de Hector, par exemple. Comment c'était la grossesse d'Hector, tout ça. Et moi, je commence toujours en disant comment vous vous êtes rencontrés. Et alors même que les parents sont séparés, parfois même ils sont séparés, ou qui sont en couple et qui sont plus très unis, ou alors qui sont très unis, mais quand il y a quelque chose un peu d'éloignement, cette question déjà rassemble. Donc parfois c'est des rencontres tout à fait lambda, on était dans un groupe d'amis, etc. Parfois il y a des rencontres un peu plus insolites, beaucoup de couples qui se rencontrent sur des sites internet, c'est impressionnant. En fait, je suscite en eux les souvenirs positifs de leur rencontre. Donc, vous êtes rencontrés comme ça. Et si je vois qu'il y a peut-être de la tristesse ou en tout cas du désintérêt qui se crée, j'insuffle de la joie, de la vie en fait. Ah bon, vous êtes rencontrés chez votre beau-frère, comment c'était? Racontez-moi. En fait, il m'avait invité. Bon, moi, j'avais pas envie d'y aller. Et en fait, très rapidement, le couple se raconte. Et en fait, moi, je crois beaucoup que c'est important de se raconter une histoire, d'expliquer un petit peu. D'où on vient, ce qu'on vit, ce qu'on a aimé vivre ensemble. Donc, je leur demande de me raconter leur rencontre. Mais après, je leur demande aussi de me raconter leur mariage, s'ils sont mariés. Et là, c'est là où j'en fais un peu des caisses, quoi. C'est là où je questionne énormément et où je dis, racontez-moi votre mariage. C'était un bon souvenir. Et l'intérêt du mariage, c'est que c'est quasiment toujours un bon souvenir. Et si ça a été un mauvais souvenir, en tout cas, c'est très intéressant d'en parler. Et là, je demande comment c'était votre mariage. Je dis avec des amis, on était avec tous nos amis, c'était une journée extraordinaire. Et même s'il y a eu séparation, même s'il y a eu souffrance dans l'histoire du couple, il y a l'amour qui a quand même été à l'origine qui se révèle ici, quoi, au service de l'enfant. Donc c'est toujours un très beau moment. Et je sais que tu vas un peu plus loin parce que tu en parles dans ton livre et je sais que c'est une pratique qui se fait, moi pour l'avoir vécu en consultation avec mes enfants, c'est que tu demandes aux parents de raconter la conception de leur enfant. Alors moi ce qui m'intéressait c'est tu vois de savoir pour les parents là qui vont nous écouter. Alors déjà, je pense que ça peut se faire en dehors de la consultation avec un psychologue. J'imagine que c'est bon pour tout enfant. Mais du coup, est-ce que tu aurais, et Marie-Lise, tu peux vraiment aussi intervenir, est-ce que vous auriez toutes les deux des clés pour nous dire comment est-ce qu'on raconte ça à un enfant, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, où est-ce qu'il faut s'arrêter, et puis par exemple est-ce qu'il y a un âge, est-ce que un enfant de 3 ans peut-être, mais est-ce qu'un ado de 15 ans, est-ce qu'on lui raconte ça, ça m'intéresse. Alors effectivement, moi je viens questionner la conception.
Mon livre, c'est un guide illustré. Moi, j'ai appelé guide illustré. Il y a une illustration assez, moi, que je trouve assez émouvante. Je pense que c'est celle que je préfère dans mon livre, qui est en fait une petite fille qui demande à sa maman, c'était comment le jour où t'as appris que j'étais là, j'étais dans ton ventre. Et il y a 3 bulles. Et il y a une première bulle où la maman, elle se rappelle qu'elle a vu son test de grossesse et qu'elle a pleuré, quoi, de genre, comment je vais faire? Et qu'elle a la deuxième bulle où elle appelle son compagnon, et la troisième bulle, son compagnon vient la prendre dans ses bras. Et du coup, la maman, dans tout ce chemin de pensée, après, retranscrit et dit c'était une super journée. Et en fait, je trouve que cette illustration est assez belle parce que peu importe le chemin qu'on traverse, quand l'enfant arrive et quand la vie jaillit, au final, l'important c'est de se rendre compte, et une fois qu'on regarde derrière, de se rendre compte qu'on a choisi que notre enfant soit là. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tous les enfants qui sont là sont des enfants qui sont choisis, rechoisis, archi-choisis, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de moyens de pas accueillir la vie dans la sexualité, après, etc. Donc, tout enfant qui est là est choisi. Et ça, c'est hyper important. On ne grandit pas dans la vie de la même manière quand on sait qu'on a été désiré. Vraiment. Et même si on n'a pas été désiré en première intention, genre, surprise, en fait, après, la vie, on est tellement heureux que notre enfant soit là. Et c'est intéressant parce que parfois, les parents ne le ressentent pas comme ça. Et moi, je le dis en consultation. Parce que les parents, parfois, me chuchotent, c'était un accident, ou on n'avait pas très envie, enfin voilà, ou c'était pas prévu, en montrant leur enfant, en chuchotant, en espérant qu'ils n'entendent pas, mais en réalité, s'ils le disent ici, c'est qu'ils l'ont dit à absolument toute leur bande de copains pendant 10 ans, quoi. Et je leur dis, quand ils me disent c'est un accident, je dis c'était une jolie surprise. Et ils me disent oui, non, mais c'est clair, évidemment, on n'a jamais regretté, etc. Et moi, je leur dis ça, vous savez, vous avez eu plusieurs étapes, vous avez pu choisir que votre bébé arrive bien, et en fait, vous avez toujours choisi, donc Alexandre, depuis qu'il est là, il est choisi. Et ils me disent oui, bien sûr. Et je replace l'enfant dans le choix des parents. Et je trouve que c'est hyper important. Et est-ce que c'est ça ouais, voilà. Est-ce que c'est ça qui doit ressortir de l'histoire de la conception ou pas? Et donc, du coup, pour parler de la conception, la seule histoire qui doit ressortir, c'est l'histoire d'amour. C'est-à-dire que tous les enfants, à un moment donné, forcément, sont issus de l'amour, en fait. De l'amour. D'une relation sexuelle entre un couple qui s'aime, ou même si c'est un couple qui s'est aimé très peu, il s'est quand même aimé un moment. Et même si c'est un couple qui ne s'aime plus aujourd'hui, c'est un couple qui s'est aimé très fort. Ce sont 2 personnes qui se sont aimées très fort à un moment donné, etc. C'est la seule chose, pour moi, qui doit ressortir. C'est vraiment la question de l'amour. L'enfant n'a besoin que de savoir ça. Les détails, comment ça se passait, si on était en galère, si on savait pas si on allait rester ensemble, etc. Peu importe. On a décidé que tu allais arriver dans notre vie à ce moment-là. D'accord, mais on raconte quoi du contexte de la conception? Qu'est-ce qu'on dit à son enfant concrètement? Tu veux dire comment il a été conçu d'un point de vue sexuel, tu veux dire? Oui, ouais. Ah non, ouais. Aucun intérêt. Ok, donc on met un contexte, voilà où on en était avec ton père. Ce dont tu parles, ça s'appelle en psycho, tu connais Marie, ça s'appelle la scène primitive. Et en fait, la scène primitive, donc qui est la question de la relation sexuelle, pour un enfant, ça peut être très très effractant, tu vois. Donc on n'en parle pas du tout. Enfin, en fait, quand il va nous questionner sur comment on fait les enfants, on va répondre à comment on fait les enfants, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, pas d'importance, voire même aucun intérêt de dire comment a été conçu cet enfant, et cet enfant, c'est toi. Enfin, il y a quelque chose de trop effractant, trop... Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait de distinguer la question de comment on fait les enfants, qui est une question de curiosité, de connaissance de la vie, et d'où je viens et quelle est mon histoire. C'est 2 choses différentes, en fait. Voilà. Et un parent, quand la question lui dit oui, mais si l'enfant... par curiosité sexuelle, en fait, c'est la curiosité sexuelle à différents stades de développement. À l'adolescence, ça m'étonnerait qu'il demande, parce qu'il y a une trop grosse pudeur. Mais peut-être plus jeune, autour de l'Oedipe, tu vois, 5-7 ans, il peut demander, et vous, quand est-ce s'il comprend un peu les choses, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tout de suite, moi, je trouve que c'est hyper important de demander, c'est juste papa et maman qui s'aimaient très, très fort et qui ont décidé de faire un bébé. Et s'il le demande pas, ce que tu dis, donc à l'adolescence, il viendra pas le demander. Ok, il le demande pas, mais par contre, on sait que, par exemple, on écoute cet épisode et on se dit, mince, moi, j'ai jamais raconté, c'est peut-être dommage. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre les devants et dire, allez, j'ai cette discussion avec lui et finalement, je lui raconte, ou c'est trop tard? Oui, on peut tout à fait. Alors, il y a jamais de moment trop tard pour célébrer l'amour, la vie, et surtout célébrer l'enfant. Parce qu'en fait, dire à un enfant comment il a été conçu, c'est le célébrer lui. C'est dire, moi j'aime beaucoup cette phrase, on avait tellement d'amour entre papa et maman qu'on a envie de faire des êtres qui nous ressemblent, qui soient un peu de papa et un peu de maman. Et l'enfant il n'y a pas d'âge pour le célébrer, quoi. Même quand on est adulte, même quand
tous les moments sont bons pour dire à quel point on est heureux que notre enfant soit là et dire on s'aimait très fort, on a eu envie d'avoir des enfants comme toi. Mais je vois même à leur anniversaire, moi ça me fait ça aussi. Ça me réveille tout l'amour que j'avais pour mon mari, cette envie d'avoir ce bébé avec lui. Et c'est des moments où je peux leur redire aussi, bah, c'est ton anniversaire, en fait, t'as venu au monde. Mais moi, ça me refait penser aussi à ça, tout cet amour qu'on avait avec ton papa, quand on a eu l'envie de te créer, que tu viennes au monde. Je trouve que ça vient réveiller ça aussi. Et c'est, comme tu dis, l'occasion de les remettre dans un bain d'amour, en fait, de tout ce qu'il y a pu avoir. Ouais, complètement. Moi, je dis beaucoup, alors, moi, j'utilise beaucoup l'humour, mais mon premier, j'ai un garçon et je dis beaucoup, tu sais, quand papa il a vu que t'étais un garçon, je peux te dire, ça a été la fête. Hein. Je mets beaucoup d'histoires autour de ça. Parce que ce qui se passe dans le concret de la vie, c'est-à-dire la sexualité, tout ça, en fait, déjà, ça regarde pas du tout les enfants et il faut vraiment que ça reste vraiment la vie des parents. Et en plus, c'est ça qu'il a besoin de savoir. C'est comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans nos cœurs à ce moment-là. Je voulais juste rebondir aussi sur ce que tu as dit, je trouve ça hyper important. Moi, je fais beaucoup même en thérapie de couple de revenir sur l'histoire du couple, les débuts. Et c'est vrai rien qu'en t'entendant, je revois tous ces couples où c'est tendu, mais avec ce petit sourire aux lèvres qui revient quand ils parlent de leur histoire. Et même, tu vois, là, je pense à un couple que j'accompagne qui sont en cours de séparation. Il y a un bébé surprise. Ils ont fait le choix de le garder, mais ça faisait 2 ans que c'était très compliqué. Enfin bref, il y a un bébé au milieu de tout ça et en même temps, ils sont un peu en cours de séparation. Mais rien qu'aussi cette envie, quand je leur dis, écoutez, l'objectif là, c'est de vous accompagner aussi dans votre couple parental pour que ce petit il naisse dans un bain d'amour et qu'il soit entouré de l'amour de ses parents, parce que dans tous les cas, vous avez de l'amour tous les deux pour eux. Et c'est là, je trouve aussi qu'on arrive à les rejoindre, ce couple, quand on questionne cet accueil de l'enfant pour qu'il ait cet amour qu'il mérite et qu'il vienne avec tout ça. Non mais c'est clair. Et puis il y a une autre notion, on en parlera peut-être après, qui est la notion d'exemplarité. Mais je trouve que c'est très important la façon dont on s'aime en couple est très importante pour montrer aux enfants comment aimer en fait plus tard en couple, mais aussi les amitiés, les amis, la famille, etc. Mais alors tu vois là c'est quelque chose aussi qu'on entend dire. Enfin, nous, en tout cas, dans nos amis, tu vois, des amis qui ont eu un couple parental, une image de couple parental très forte, où ils s'aimaient vraiment et ils s'aiment toujours. Du coup, ça met une sorte de pression pour toi-même. Et en fait, souvent, c'est des amis qui ont eu du mal, en fait, à se lancer dans une histoire d'amour stable parce qu'ils avaient cette pression de se dire, j'arriverai pas à faire aussi bien que mes parents. Et souvent, c'est quelque chose qui nous interroge pas mal avec Arnaud, parce que je pense qu'on donne à nos enfants, tu vois, l'image d'un couple vraiment qui s'aime, on fait des choses ensemble, on est attentif l'un à l'autre. Enfin, et des fois, je me dis, mince, ça se trouve, ça leur met la barre. En plus, moi, avec, tu vois, s'il y a du love date, je me dis, ça se trouve, on leur met la barre beaucoup trop haute, mais en même temps, on fait pas semblant, tu vois, c'est ce qu'on vit. Et ça, parfois, ça me fait un petit peu peur. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, souvent, dans les couples dont tu parles, dans tes amis, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fait pas partie de cette phrase et qui, pour moi, est essentiel, c'est la question de l'ambivalence. C'est-à-dire que c'est des enfants qui n'ont pas perçu l'ambivalence de l'amour entre leurs parents. C'est-à-dire, votre père, je l'aime, mais je lui fais un bisou dès qu'il rentre du travail, etc. Mais en même temps, parfois, j'aime bien être toute seule. Parfois même, ils peuvent sentir que dans le couple, il y en a un qui saoule l'autre, etc. Sans être vulgaire, sans être méchant, etc. Mais la question d'être deux et aussi d'être un, tu vois. Et en fait, quand il y a de l'idéalisation, je trouve qu'il y a quelque chose de pas tout à fait ajusté. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, peut-être dans la traduction qu'ils ont fait de l'amour de leurs parents, ils ont peut-être pas compris qu'il y avait aussi une partie d'amour accessible, ou comment on pourrait dire, une partie moins réjouissante, ou en tout cas une partie normale d'expression normale de l'amour. Mais attention, c'est pas parce que il y a 2-3 personnes qui ont vécu ça que c'est pas une excuse pour pas faire attention à l'autre. Il y a beaucoup plus de gens qui sont reconnaissants d'avoir eu des parents qui s'aiment comme ça, plutôt que d'avoir eu des parents qui se déchirent, quoi. Tu vois. Ouais, ce qu'on peut retenir et ce qui rejoint quelque chose qu'on sait et qu'on entend, c'est que c'est important, par exemple, de se disputer devant ses enfants. Alors, pas le faire exprès, mais en tout cas, de pas essayer, dès qu'il y a un conflit, de se dire, allez, on se met dans la chambre, on se dispute et ils nous verront pas. Et voilà, si parfois il y a un conflit qui reste audible pour les enfants, bien évidemment, mais qu'ils puissent voir que parfois il y a des tensions, il y a des agacements. Plutôt agacement, je dirais peut-être pas dispute. C'est-à-dire que moi, je suis quand même pas pour, globalement, tu sais, il y a des phrases qui disent un couple qui va bien est un couple qui se dispute. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, où tu sais, j'ai beaucoup de copains qui s'engueulent grave et tout. Et ils disent, c'est parce qu'on s'aime. Bah non, en fait. Alors que tu peux être agacé, on dit, mais
En fait, le problème du conflit, c'est que tu perds un peu tes moyens et très rapidement, tu dis oui, papa, il est pénible. Ou... En fait, très rapidement, les enfants, ils sont gênés. Comme quand nous, on est au milieu d'une dispute. Hein. Faut imaginer que quand on est au milieu d'une dispute de copains, les enfants, ils vivent la même chose. Donc non, moi, je suis pas du tout pour exprimer le conflit devant les enfants. Mais par contre, on peut dire avec humour. Moi, l'humour, c'est la meilleure arme. Hein. Plus les enfants grandissent, bon, quand les enfants sont tout petits, non, mais plus les enfants grandissent, tu dois vivre ça avec tes grands, dire oui, c'est papa, il est encore au sport. Bon, de toute façon, papa, il va s'inscrire aux Jeux Olympiques, je pense, parce que vu il va tout le temps au sport, enfin, tu vois, voilà, utiliser l'humour. Hein. Mais je vois, par exemple, il utilise beaucoup l'humour, mon mari aussi. Il peut rentrer à la maison, tu vois, ça arrivait parfois, et puis il va pas m'embrasser ou il va me faire une remarque sur un truc parce qu'il est dans cette charge mentale et parce que j'ai pas fait ça ou il y a autre chose. Et je dis écoute, il peut y avoir des enfants à côté, tu m'agaces quoi. Là t'arrives et le premier truc que tu me dis c'est ça, c'est quand même pas très agréable quoi. Et donc ce qu'il fait, il s'en va, il quitte la maison. Il en ressonne, bonjour Haché, et puis il réouvre devant les enfants. C'est très drôle, tu vois, mais justement, comment s'y désamorcer. Et cette expression, en fait, qui est plus des émotions devant les enfants, plus qu'on va pas gérer le conflit ou la tension, le désaccord devant les enfants, mais c'est comment s'exprimer. Là, on est agacé, on a besoin d'être un peu plus en retrait ou qu'on nous laisse tranquille. Marylis, je vais rebondir parce que justement tu parles de la charge mentale et ça c'est un sujet que Léna Higues aborde dans son livre. Moi je voudrais vous demander à toutes les deux si c'est cette charge mentale, si c'est un sujet récurrent de conflit dans les couples que vous rencontrez. Bien sûr, dans les couples que je rencontre, mais dans tous les couples autour de moi, c'est évident. Alors en fait, la charge mentale, elle est parfois traitée pas tout à fait de la bonne manière, à mon sens. En fait, il y a deux aspects dans la charge mentale. Il y a l'aspect purement matériel et parfois des réajustements sont nécessaires. Et il y a aussi l'aspect charge affective qui se joue derrière. Donc, par exemple, quand moi je reçois des mères qui disent qu'elles font toute la liste elles font une liste pas possible de ce qu'elles font et il y a vraiment un déséquilibre au sein du foyer. Parfois, simplement d'avoir un regard extérieur sur ce qui se passe permet de réajuster des choses. Donc, un papa qui rentre trop tard, par exemple, une maman qui travaille pas assez ou des parents qui sont débordés, tout ça. Moi, je peux dire, écoutez, maintenant, ce que je propose, c'est que papa, tous les jours à 19h, il est là pour le dîner. Comme ça, il parle avec maman. Il est là pour discuter avec les enfants, etc. Lire l'histoire, coucher les enfants. Si vous trouvez que vous êtes débordé, que vous n'avez pas assez de temps, essayez de prendre un mercredi chacun sur 2 pour être avec les enfants, tout ça. Parfois, rien que on prend une femme de ménage, on demande à papy et mamie de les garder un mercredi par mois, voilà. Parfois, ces aménagements-là suffisent. Ils reviennent à la consultation d'après, ça nous a fait vachement de bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui regardait un petit peu notre organisation de vie, etc. Et parfois, ils disent oui, on a mis ça en place, aucun effet, quoi. Ça va pas du tout mieux, tout ça. Parce que la question de la charge mentale, parce qu'elle est beaucoup évoquée dans les médias, dans les réseaux sociaux, les parents ont pensé que c'était la bonne réponse à la mauvaise question. Enfin, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. C'est un peu comme l'infidélité. Souvent, on dit ça. L'infidélité, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. Et après, quand on discute un petit peu de ce que vit, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la mère qui a beaucoup de charge mentale, la plupart du temps, faut le dire. Hein. Et les mères, elles se plaignent beaucoup de la question de la reconnaissance. En réalité, c'est surtout la question de la reconnaissance qui est en jeu. C'est la question de sa propre histoire. Moi, je parle dans mon livre des petits arrangements, c'est-à-dire il y a aussi des mères qui prennent le pouvoir sur le travail domestique à certains moments parce qu'elles ont eu des mères très absentes et qu'elles veulent peut-être rattraper ce que leurs mères n'ont pas donné ou elles veulent montrer quelque chose d'elles, elles veulent être au top, elles ont une grosse pression, quoi, elles se mettent vraiment la pression. Et donc là, on aura beau tout réaménager, tant que les parents n'auront pas réglé ça, ça n'ira pas. Et d'ailleurs, je parle des mères, mais les pères aussi. C'est-à-dire que tant que le père n'aura pas réglé son conflit de loyauté, par exemple, avec son père, qui a dit faut que tu réussisses dans la vie, faut que tu gagnes plus de 6 000 euros par mois, et du coup, il essaye de travailler, et du coup, mettre sa vie de famille de côté. Tant que ça, ce sera pas réglé, on ne pourra pas régler la question de la charge mentale. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, moi, exactement. Enfin, je te rejoins complètement par rapport à ce que tu dis. Je vois bien, même aussi bien dans les amis que dans les couples que j'accompagne, avec où ils se disent c'est ça le problème, où ils en viennent à des situations où ils comptent les points, où limite ils vont tout lister, où on voit même plus ce que l'autre fait, et où en fait, ça en donne bien une incapacité de réfléchir au-delà, en fait. Et après, la gestion qui en fait en devient encore plus problématique et creuse encore plus le fossé qu'il y a entre les deux. Et je trouve qu'effectivement, parfois, se centrer sur ça, c'est s'empêcher de réfléchir et de voir plus loin et d'aller plus haut.
C'est pour ça que moi, je dis que je suis pour une dépolitisation de la charge mentale, c'est-à-dire, en fait, on en parle dans les médias, voilà, c'est des gros sujets de société, etc. Dans mon cabinet, la charge mentale, c'est les culottes qui traînent, c'est l'aspirateur qui est pas passé, c'est on fait la gueule à son mari parce qu'il a pas fait correctement ce qu'on voulait, etc. Donc, on est loin des grandes idéologies de la charge mentale. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on le comprend dans ce que vous dites toutes les deux, c'est que effectivement cette répartition de la charge mentale peut être aujourd'hui un sujet de conflit, de tension, de déséquilibre au sein d'un couple. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont pour vous ce qui revient de façon récurrente dans les couples qui viennent consulter, ce qui fait pour vous aujourd'hui le plus défaut, là où on pourrait se dire les couples de l'an 2020, de l'an 2030, soyez vigilants sur ce point-là. Eh bien, moi, je dirais travailler sur votre histoire. C'est-à-dire, comprenez-vous, aimez-vous, soi-même, enfin, comprenez d'où vous venez et en fait, regardez ce qui s'est passé pour vous et ce qui se passe en vous, hein. Moi, je suis impressionnée. On refuse beaucoup la psychanalyse, on se moque de la psychanalyse, mais aujourd'hui, en tout cas moi dans mon cabinet je le vois et on est beaucoup à le vivre au quotidien, hein. Il n'y a rien qui soigne mieux que la guérison des premiers liens parents-enfants en fait. Donc je dirais regardez votre histoire et pour une autre raison aussi, c'est que quand on devient parent, parce que je pense hein, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, la parentalité ébranle le couple, d'un point de vue affectif, enfin déjà d'un point de vue temporel. On n'a plus de temps, on n'a plus d'énergie, on n'a plus parfois même plus envie. On a nos investissements libidinaux, c'est-à-dire pas au sens de la libido, mais au sens nos investissements affectifs. Voilà, je vais plutôt dire ça, qui sont tournés vers plus du tout que vers notre conjoint, mais vers beaucoup d'autres, ça dépend combien on en a, mais en tout cas d'autres acteurs. Donc la parentalité est un vrai défi pour le couple. Enfin vraiment, ça j'y crois vraiment, je le dis vraiment, mais c'est encore plus un défi quand nos histoires c'est compliqué. Pourquoi? Parce que quand nos histoires ne sont pas réglées et qu'on a des fardeaux avec notre histoire, on n'est pas ajusté dans notre lien avec nos enfants et donc notre conjoint ne comprend pas. Je vous donne un exemple. Je reçois énormément d'enfants, enfin c'est vraiment ma spécialité, d'enfants qui appellent les limites éducatives, d'accord? Parce que j'en soigne 1, 2, puis après ils m'envoient leurs copains et du coup j'ai tout le monde, voilà. Et donc ça c'est un vrai sujet de toute façon de société aujourd'hui, hein, c'est pas un secret. Par exemple, il peut y avoir une maman qui est trop laxiste et qui attend de son conjoint qu'il fasse preuve d'autorité, d'accord? Et donc la maman, je donne un petit peu de conseils pour réhabiliter les limites. Elle arrive à les mettre en place, etc. Parce que juste elle savait pas trop, elle était un peu bridée, tout ça. Ils reviennent en deuxième consultation et elle dit mais là mon mari, le problème c'est que j'ai beau faire quoi que ce soit. J'ai beau mettre dans la chambre, j'ai beau dire qu'il n'y aura pas d'activité ou j'ai beau avoir une discussion avec lui, etc. Mon mari passe systématiquement derrière pour dire que c'est pas grave, que le plus important c'est pas ça, que la transgression n'est pas importante, etc. D'accord? Je discute un peu avec ce papa-là qui me dit en fait moi ce qui s'est passé c'est que mon père était très très absent et quand il était là il était surtout là pour nous donner des gifles et nous dire que de toute façon on était nuls et que le plus important c'était d'être bon à l'école pour réussir sa vie et gagner de l'argent. Évidemment, quand le papa me raconte ça, moi je pose des questions, le papa évidemment s'effondre. Mais en fait, ça c'est pas une consultation sur 10, c'est une consultation sur 2 en fait. D'avoir un parent comme ça qui est hyper blessé et donc avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, de tendresse, je reçois ce papa et je lui dis mais vous savez monsieur, votre petit Lucas qui est en face de moi qui a 4 ans et demi, jamais quand il viendra chez le psychologue, dira la même chose que vous dites sur votre père, dira la même chose sur son papa que ce que vous dites sur votre père. C'est pas possible. Tout ce qui vous a manqué dans la relation avec votre père a été déjà rattrapé avec votre fils. Donc il n'y a pas de sujet d'amour en fait. Il n'y a plus du tout de sujet d'amour. Votre fils, il sait que vous l'aimez beaucoup, beaucoup. Et donc, mais maintenant, il y a un autre chantier qui est celui des limites et qui est très indépendant de celui de l'amour, hein. C'est 2 sujets complètement différents. Donc maintenant, on va devoir se mettre au boulot pour la question des limites. Je dis ça à ce papa, ça le libère d'un poids pas possible. Tout le monde pleure, tout le monde est ému. La mère comprend enfin son mari qui dit mais bien sûr mais je sais pourquoi en fait tu donnais pas de limite parce que ton père il a pas été gentil, il a voire même été maltraitant quand on n'arrive pas à donner suffisamment d'amour et qu'on n'est pas là. Donc non seulement ça résout le problème de relation entre l'enfant et son père qui maintenant va réussir à mettre des limites guidées par mes conseils, etc. Mais en plus ça rajoute je dirais des points d'empathie et de compréhension entre le couple. Pourquoi? Parce que la mère va aider son conjoint à régler ce problème-là.
Et elle va, au lieu de lui dire, bah, de toute façon, tu dis, voilà, tu vois, ton fils, il fait encore des bêtises et toi, tu dis jamais rien. Elle va lui dire, vas-y, mon chat, vas-y, mon chéri, c'est le moment de lui donner des limites, vas-y, tu vas y arriver, t'inquiète. Ou de dire, j'y vais si tu veux, mais juste, dans un premier temps, juste tu me soutiens, juste tu me contredis pas. Et hop, elle va amener son mari dans la guérison de la relation avec son père. Mais avant, impossible de se comprendre, puisqu'il y avait la blessure père-fils. Ouais, donc là, on voit bien tout l'enjeu du fait de se connaître soi-même, d'avoir accepté son histoire, de l'avoir relue, d'en avoir parlé à l'autre pour que l'autre ait connaissance de ça, de qui on est, d'où l'on vient. Et ça va avoir une répercussion sur la façon dont on communique, sur la façon dont on est attentionné l'un avec l'autre, dont on se comprend l'un l'autre. Parce qu'on dit beaucoup en couple, c'est important de communiquer, je suis d'accord, hein, mais ça dépend sur quoi on communique. C'est-à-dire que si on communique sur la vie quotidienne, etc., ça a beaucoup moins d'impact et d'intérêt que de communiquer sur les émotions, sur ce qui se vit vraiment en nous, quoi. C'est-à-dire nos émotions et notre histoire, en fait. De connaître l'autre par cœur, c'est pas simplement savoir à quelle heure il se réveille, qu'est-ce que c'est ces petits rituels. C'est aussi connaître son histoire, comment il a été construit, comment il en est arrivé là. Et en connaissant ses faiblesses, je peux l'aider à guérir de ça aussi. Et moi, d'ailleurs, j'invite l'autre tout à fait à aider, en fait, son conjoint. Alors, c'est parfait. Tu me permets de rebondir, de demander Marie-Lise. Alors, c'est peut-être pas ce que tu aurais répondu. Tu nous diras tout à l'heure si c'était ça, toi, ce que tu constatais. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent et qui diraient, bah oui, effectivement, on est peut-être à passer à côté d'un dans notre couple. Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour mieux comprendre mon conjoint dans ses réactions, mieux savoir, tu vois, ce qu'il a vécu. Tu vois, comment on peut installer ça dans son couple sans nécessairement avoir besoin d'un tiers, j'imagine. Ou alors, est-ce que on n'a pas le choix, il faut passer par cette case de tiers pour ça. Mais je me dis, comme elle l'explique aussi Lénaïque, c'est comment on va commencer peut-être à parler de nous, en fait, en disant, je sais pas, par exemple, il y a eu une dispute avec un enfant, après le soir, on peut dire, bah, tu sais, ça m'a mis super mal à l'aise, là, quand on s'est disputé avec notre fils, c'était compliqué pour moi, parce que ça me réveille beaucoup de choses, ça me met en tension, parce que tu sais, mon père était très dur, et là, je sais pas où elle est la bonne limite, et toi, et là, inviter l'autre, mais je me dis, c'est toujours plus facile, surtout si on a envie de savoir ce qui se passe pour l'autre, de commencer par soi. C'est un peu aussi, tu parlais tout à l'heure d'exemplarité, de montrer comment on aime, de montrer comment on fait. Bah, rien que ça, dans le couple aussi, on peut le faire. C'est un exemple. Quand on attend quelque chose de l'autre, c'est aussi comment on peut être exemplaire aussi avec soi-même un peu, et de pouvoir montrer comment on peut faire et dire, ah, et toi, alors, dans quel état ça te met? Qu'est-ce que ça te fait vivre, ça? Bah, je sais pas trop, je sais pas, ça te met mal à l'aise ou pas, ou tu te sens plutôt aligné. Et toi, comment ça fonctionnait chez toi quand t'étais petit? Et hop, on invite. Et c'est là où ça me permet de rebondir sur la question sur justement, qu'est-ce qui fait défaut dans les couples que je vois. Ça rejoint ce que t'as pu dire aussi, c'est, en fait, il y a plus de moments de connexion, en fait, dans les couples que je vois. Et parler de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a vécu dans notre enfance, c'est ça aussi, se connecter. La connexion par plein de choses, que ce soit la connexion sexuelle. Enfin, dans la plupart des couples aujourd'hui, il n'y a plus de sexualité, mais c'est aussi la connexion émotionnelle, la connexion à soi aussi, et qui va nous permettre de se connecter à l'autre. Et moi, c'est ça que je repère chez la plupart des couples, c'est dans la vie, c'est normal, on a des moments de déconnexion, parfois avec son conjoint, mais on se reconnecte à l'autre, parce qu'on va reprendre le temps, voyager avec l'autre, qui puisse voyager à l'intérieur de nous, de ce qu'on vit, et il va nous emmener en voyage à l'intérieur de lui. Et ça, il y est plus. Et quand on repense à l'histoire du début, c'est ça aussi qui fait que c'est aussi intense, parce qu'on voyage avec l'autre et qu'on est pleinement connecté à l'autre au début aussi, parce qu'on prend le temps. Enfin, c'est un peu cette idée justement, on se dit où on veut, comme si on voulait déplier l'autre, que c'était un petit journal, qu'on veut tout ouvrir, on veut tout savoir, et on a ce plaisir à découvrir l'autre. Et c'est comme si après on se disait ça a plus d'importance, ou on n'a plus d'intérêt à le découvrir, alors que l'autre évolue, l'autre grandit, l'autre change avec tout ce qui se passe en devenant père, en devenant mère. Et c'est encore merveilleux aussi. C'est ça aussi le pouvoir, c'est ce que tu as dit, que c'était vraiment la parentalité, c'est un vrai défi pour le couple, mais ça peut être aussi une merveilleuse occasion de se redécouvrir et d'aller encore plus loin, parce que, enfin, moi je vois aussi pour l'avoir vécu, quand t'as un enfant, ça te refait visiter ta vie intérieure, enfin c'est intense, et j'ai trouvé ça fabuleux de pouvoir partager ça de nouveau avec mon conjoint, sous un autre regard, avec une autre version, et c'est aussi ça une force, je trouve, pour le couple d'aller encore plus loin, mais si on prend le temps et l'effort, de faire cette connexion. Ouais. Tu vois, je pense à ceux qui vont nous écouter une fois encore et qui vont se dire ouais, bon, elles sont bien gentilles, mais alors moi j'en tire rien en fait de mon mari. On n'a jamais eu l'habitude de communiquer comme ça. Il m'a jamais fait part de vraiment de ce qu'il ressentait, de si cette situation en lui faisait écho particulier parce que il se souvient d'avoir vécu ça enfant avec ses parents. Donc, enfin, chez nous c'est pas quelque chose qui sera possible de mettre en place.
Je pense que ce que vous voulez dire, c'est si c'est possible, même si on n'en a jamais eu l'habitude, même si c'est pas notre mode de communication, et même si on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, ça peut ne pas rester un rêve et ça peut vraiment devenir réalisable. Bon, moi, juste pour parler, tu vois, par exemple, les carnets Save You Love Date, toutes ces questions, tous ces thèmes d'aborder, c'était aussi mon idée de dire, redécouvrez-vous, reposez-vous des questions, écoutez ce que l'autre va vous dire sur tel ou tel sujet pour justement savoir où vous en êtes, savoir qui vous êtes aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça un outil qui peut exister, mais est-ce que vous avez tous les deux une clé chacune à nous donner pour ceux qui nous écouteraient, à qui ça ferait envie, en fait, ce mode de communication, sur le partage du ressenti, sur le partage de l'histoire, sans rentrer dans une thérapie l'un de l'autre à l'intérieur du couple, parce que c'est pas le lieu, mais est-ce que vous auriez une clé à nous donner? Déjà, une première clé, enfin, je sais pas si c'est une clé, mais en tout cas, je voudrais préciser quelque chose, c'est qu'effectivement, on parle de tout ça parce que c'est le lieu et tout, mais il faut quand même dire moi, j'ai beaucoup d'empathie pour tous les couples qui vivent ça. Enfin, je veux dire, c'est bien qu'on discute de tout ça, mais c'est ok d'avoir des moments compliqués quand on est parent, surtout d'enfants en bas âge. Moi, je me dis très souvent, on en parlait juste avant, mais en fait, on ne va jamais y arriver, quoi. Les enfants nous prennent beaucoup d'énergie. Il faut énormément de courage, énormément de persévérance. Donc, si vous y arrivez déjà, bravo, en fait, de se dire qu'on y arrive et de se dire que ce qu'on fait est un travail de dingue. C'est déjà hyper, hyper, hyper important, je trouve. Et moi, je dis beaucoup aux parents, vous êtes hyper courageux. Et après, je rentre chez moi et je vois que je suis dans la même situation qu'eux. Et je me dis, mais c'est marrant que tu aies dit ça. Mais peut-être que je le dis parce que c'est ce que j'ai besoin d'entendre aussi. Mais je trouve vraiment que les parents d'enfants en bas âge sont très, 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 très courageux, en fait. De vivre toutes ces exigences sur tous les fronts, en fait. Le couple, la famille, l'école, les enfants en bas âge, enfin, partout, partout, partout. Donc, déjà, peut-être, la première clé, c'est de s'aimer et de s'accepter de là où on est. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui, c'est comme ça et c'est déjà super. Et demain, on fera un autre pas. Après, le premier conseil, quand même, je dirais que c'est parce que il faut aussi dire ce qui est. Le sujet qui distend les couples, c'est quand même beaucoup l'éducation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas seulement pour une question de méthode et de technique, parce que ça, les méthodes et les techniques, on les a très rapidement, normalement, en quelques consultes de psy, on les a, mais c'est aussi parce que, justement, l'éducation transporte nos émotions et notre histoire. Donc, je dirais, peut-être la clé, c'est de vraiment, quand on est parent, quand le sujet de l'éducation est compliqué, il faut absolument se faire aider. Ça, c'est sûr et certain. Par quelqu'un qui peut nous aider à tisser les ficelles et à démêler les nœuds qui nous lient au passé et de manière vraiment négative. C'est peut-être ne pas laisser un conflit d'éducation traîner et qu'après, quand on est ado, ce soit encore pire. Parce que dans les conflits liés à l'éducation, il y a il y a 3 victimes, il y a 4 victimes, il y a la mère, le père, le couple et surtout l'enfant. Pour rebondir aussi avec cette idée de vous êtes hyper courageux, je me dis c'est aussi un moyen de se connecter à l'autre, rien que de faire ça, de pouvoir dire où on en est. Et enfin, moi-même je me rappelle, c'est marrant, ça me refait visiter plein de choses aujourd'hui, mais à se dire on est au bout du rouleau, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on est fort, on est trop soudés, heureusement qu'on est ensemble, qu'on tient bon, parce que vraiment c'est pas facile. Et un peu cette idée à ce moment-là, on est ensemble contre tous, quoi. On est tous les deux contre le monde, comme les péripéties qu'il y a, et aussi comment ça renforce, ça a beau être dur ou on vit des tempêtes, mais de savoir que l'autre est là et de se le dire et de se regarder, de se dire on est là l'un pour l'autre et on tient bon ensemble. Je trouve que c'est déjà un merveilleux moyen de consolider le couple. Et juste ce que je veux mentionner, par rapport à ce que tu as pu dire, Swazik, je crois qu'aussi il faut aussi déconstruire certaines croyances qu'on a que l'homme ne parlerait pas, il en a pas besoin, il en a pas envie. Moi, en fait, c'est vrai que je suis souvent beaucoup plus touchée par les hommes parce qu'on est pris avec ça. Et en fait, je vois aussi plein de femmes qui arrivent pas à parler de leurs émotions. Enfin, c'est pas propre aux hommes. Et ils ont aussi, je pense, ce désir de pouvoir s'exprimer pleinement. Enfin, en fait, ce que j'observe, ça se libère très facilement au cabinet. On ouvre une porte, on crée la possibilité. Et ça sort en fait. Mais il faut aussi être prêt à se dire en fait il peut et je peux avoir un homme qui pleure en face de moi et comment je vais réagir à ça. Parfois on est tellement dans nos croyances et nos représentations qu'on crée aussi le système en rendant la chose impossible à ce qu'il puisse parler et évoquer ses émotions. Donc réussir à créer un espace, à se dire c'est ok s'il pleure, s'il parle de ça, je pourrais accueillir ça. Ça revient aussi à dire pourquoi on a choisi cet homme et quelle représentation il a pour nous. Et c'est ok qu'il pleure et que je l'accueille, mais c'est aussi ok que je pleure.
et que je me mette à nu aussi devant lui et que je puisse me faire consoler. Ça, c'est aussi hyper important. Parce que on entend aussi beaucoup de femmes qui sont dures aussi avec elles-mêmes. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, que on doit vivre ça au quotidien. Enfin, moi, je le vis au quotidien. Dès qu'il y a de l'émotion, bon, nous, on y va. Quand il y a de l'émotion, on dit, au contraire, on dit jamais, bon, c'est pas grave, c'est notre autoroute. N'oublions pas que quand quelqu'un pleure, la première phrase qu'il dit, enfin, le premier mot qu'il dit, c'est soit désolé, soit excusez-moi, soit pardon. Donc, en fait, tout de suite, on s'excuse de l'émotion, quoi. Mais parce qu'on a été façonné comme ça. Donc, effectivement, je te rejoins tout à fait. Et comment créer des espaces, tu vois, c'est ça, tu demandais des choses terre à terre, enfin, plus clé en main, si je puis dire. C'est de créer des espaces, déjà des temps à deux, où on peut aussi rebondir sur l'autre. Et peut-être que ça sera pas facile au début, mais je pense que c'est aussi des habitudes, un peu comme une hygiène de vie. Je sais pas si c'est un grand mot, mais qu'on pourra adopter. Merci toutes les deux, parce que vraiment c'est passionnant. Le temps passe beaucoup trop vite. Non, j'avais une autre petite question. On va essayer d'y répondre de façon courte parce que je voudrais faire les deux qui suivent derrière absolument. Avec Marie-Lise, on parle beaucoup du fait de se préserver du temps à deux et de savoir partir seulement à deux en week-end et même en vacances. Ce qu'on entend quand même assez souvent et ce qui nous revient, c'est notamment dans les familles où l'un des deux ou même les deux travaillent beaucoup et voient peu ses enfants en semaine, c'est dire nous on a que les week-ends et les vacances pour se voir, donc moi je veux profiter de mes enfants à ce moment-là et hors de question que je les laisse encore dans la famille, chez des amis, je veux profiter d'eux. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on comprend, on sent que ça peut être du coup des parents eux et d'autres d'ailleurs qui ne sont pas dans cette situation mais qui culpabilisent de laisser leurs enfants. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'importance pour le couple de pouvoir se préserver ces moments à deux, alors certes des soirées de temps en temps, mais aussi de savoir vraiment s'échapper de quotidien, de son chez-soi, de sa maison, pour mieux se retrouver et ce que ça apporte aux enfants? Moi, je trouve que l'image du bateau pour représenter la vie d'un enfant est assez intéressante. C'est-à-dire que l'enfant, il est sur un bateau, il traverse un petit peu les flots. Et nous, parents, on est les capitaines du bateau. Parfois, il y a des creux de vagues, il y a du vent, etc. Parfois, la mer est calme et douce. Quand la mer est calme, un des deux ou les deux capitaines peuvent aller jouer avec les enfants dans la soute, aller se baigner, etc. Quand il y a des gros creux, on est obligé de rester mobilisé sur le pont. Et en fait, si les parents ne vont pas bien, les capitaines du bateau, le bateau n'avance pas correctement, en fait, parce que le capitaine tient la barre, quoi. Et si le couple va bien, si les parents vont bien, les enfants inévitablement vont bien, parce qu'ils vont sentir qu'il y a des petites zones de turbulence au moment où il y a des creux, ils vont dire c'est vrai que c'est pas hyper agréable ce qui se passe en ce moment, mais bon, c'est pas grave, de toute façon les capitaines sont là. Donc vraiment l'image des capitaines du bateau, c'est pour moi une image en tout cas qui me parle. Je sais pas si ça vous parle vous les filles et aussi ceux et celles qui nous écoutez. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps en couple, partir s'évader pour remplir nos réservoirs d'amour, de souvenirs et être disponible, être efficace sur le bateau, quoi. Vraiment déconnecter, ne plus n'avoir des interactions que d'adultes en couple. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Se créer des souvenirs, se dire les choses. La question de la sexualité aussi, c'est vrai que c'est très important. Pouvoir retrouver une sexualité plus simple, plus régulière. Tout ça, c'est des choses importantes quand on prend du temps en couple. Ouais. Et dire aussi peut-être que les enfants, nous pour l'avoir vécu, ils vont être très forts pour nous faire culpabiliser au moment où on part, pour refaire la comédie à ce moment-là quand on les laisse chez les grands-parents ou chez les amis, mais qu'en fait, si on leur explique bien en leur disant on a besoin tous les deux, on s'aime et on veut ce temps à deux, si on leur explique, en fait, l'enfant ça le comble juste de joie. Oui, ça dépend de l'âge de l'enfant. Effectivement, on peut expliquer les choses, mais en fait, je pense que la question du bonheur parental, attention, quand je parle du bonheur parental, je parle pas du plaisir, je parle vraiment de ce qui se joue en nous de très fort. La question de notre paix intérieure, en fait, en tant que parent, l'enfant, il s'en imprègne à fond. C'est-à-dire que s'il voit, peu importe qu'il pleure ou pas, si nous, on sait que c'est là notre source de bonheur, on sait qu'il y a un bonheur plus grand qui attend cet enfant. Et dans ce cas, on le fait assez sereinement, je trouve. Puis après, ça se passe plutôt bien. Enfin, moi, je vois à la maison, notre fille, elle dit vous allez faire votre soirée en amoureux ce soir, c'est super, amusez-vous bien. Avec la petite voix, là, c'est trop mignon, quoi. Puis elle nous en reparle, elle dit il y a une nouvelle babysit qui vient, ce sera pour vos soirées en amoureux. Et puis c'est vraiment adorable, en fait. On voit que ça rayonne jusqu'à sur elle, en fait.
Puis en fait, il est jamais question d'abandonner son enfant. On ne part pas avec son conjoint pour être tranquille de ses enfants ou pour les abandonner. C'est pas ça. On part avec lui pour être avec lui. Et oui, mais enfin, dans ces cas-là, c'est pas très bon signe. Mais voilà, on part pour être avec lui, passer ce temps. Et c'est pas cette notion d'abandon. Je pense que ça, expliquer à un enfant, il peut tout à fait le recevoir. Et vous l'avez dit tout au long de notre échange. En fait, les enfants, ils vont ressentir ce qu'on vit nous-mêmes. Donc, s'ils nous voient heureux de partir avec l'autre, et ben rien que ça, ça va les sécuriser et les rendre sereins par rapport à cette absence qu'il va y avoir. Complètement. Et n'oublions pas que l'enfant n'est pas la source de l'amour des parents, mais l'enfant est la conséquence de l'amour des parents. Ça, c'est hyper important. C'est le fruit, en fait, de l'amour. Donc, il faut aller remettre de l'eau à la source. Ça pourrait presque être la phrase finale de notre échange, mais ouais, c'était parfait, mais non. Et j'ajoute que ça, c'est très, très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il ne faut pas que l'enfant sente sur ses épaules le poids de l'amour des parents. C'est-à-dire, ça veut dire que si je suis pas au top, mes parents ne s'aimeront plus, etc. Complètement indépendant, en fait. Donc, voilà. Alors, c'est exactement ce que je vais citer de ton livre. J'ouvre les guillemets. Par conséquent, la seule énergie que vous devez déployer et la seule responsabilité que vous avez en tant que parent, c'est celle de vous rendre heureux. Choisissez ce qui vous épanouit et votre enfant, évidemment, le percevra. Le bonheur parental n'est pas ce qu'on montre à nos enfants. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de leur montrer que tout va bien alors que rien ne va. C'est aussi ce que nous diffusons dans notre relation avec eux. Et cela ne peut se vivre sereinement que si les parents sont à leur place. Donc voilà, je pense que ça reprend exactement ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire tous les deux, le fait de ne pas faire porter à ses enfants notre bonheur, notre épanouissement, dire que on est heureux par nous-mêmes déjà, on est heureux dans notre couple et eux, ils viennent s'ajouter à ça et nous, on va leur apporter ce bonheur, mais notre bonheur ne dépend pas de. On peut vivre des moments évidemment de joie, de bonheur intense avec eux, ils font partie de notre bonheur, mais notre bonheur ne dépend pas de ce que eux font, de ce que eux sont, de ce que eux deviennent. Oui, tout à fait. J'avais dit qu'il y avait une dernière petite chose qui, pour le coup, n'est pas sur le sujet de la parentalité, ni des enfants, ni du couple, mais de l'amitié. C'est le dernier petit passage de ton livre, Lénaïgue, où tu nous parles en quelques lignes du concept de la météo des amis. J'ai beaucoup aimé, donc je voulais que tu le partages avec nous pour finir cet épisode. Oui, alors si j'ai des amis qui m'écoutent, ils vont dire « Oh non, elle va encore nous parler de sa météo ». En fait, je trouve que l'amitié, c'est un très beau cadeau. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Mais peut-être aussi, c'est une petite déformation professionnelle. Tu me diras, Marie-Lise, si tu ressens la même chose. Mais je suis peut-être accro aux échanges en vérité, en fait. Ou en tout cas, je me refuse aux échanges qui ne sont pas profonds, même si j'adore discuter de choses pas du tout profondes et des dernières collections, des endroits où enfin bon, bref, j'adore avoir des discussions subtiles, mais j'aime aussi qu'on sorte d'un dîner ou on sorte d'un moment entre amis et on sait où en est l'autre, on sait ce qui se passe pour lui dans son cœur, dans ses émotions, tout ça. Et donc souvent je parle effectivement je demande à mes amis c'est comment alors avant c'était très ritualisé, je disais je vous propose qu'on fasse une petite météo, donc c'était chacun son tour qui parlait, oui moi ma météo enfin un peu en rigolant mais c'était en même temps très fort. Et en fait très rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait nos amis qui disaient des choses très fortes, des disputes avec des parents ou des boulots qui se passaient pas très bien ou même des conflits en couple. Et maintenant, je le dis quasiment systématiquement. Là, je me surprends même depuis le début de l'année. À chaque fois qu'il y a un ami qui passe, je le chope. Et toi, c'est comment ta petite météo en ce moment Et encore la semaine dernière, il y a un ami qui est passé à la maison et je lui dis, et on revenait de l'été, quoi. Donc, et je sais pas pourquoi j'ai eu cette intuition de lui demander, et toi, ta météo, c'est comment Et il avait l'air super bien. Je me suis dit, il va nous dire super météo. Il a dit c'est pas top ma météo en ce moment parce que j'ai tel problème au boulot, un problème assez grave qui m'implique un peu sur le plan judiciaire, etc. Et finalement, on en a parlé du coup pendant pas mal de temps. Et en fait, c'est très beau parce que ça transforme le lien où il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, à savoir mon ami, celui que j'aime, et je viens lui apporter mon aide. Donc ça permet à l'autre de se confier et ça nous permet à nous, amis, de soutenir. Qu'après, on n'oublie pas. C'est-à-dire que la fois d'après, on lui dit j'ai bien pensé à toi, sans en faire des tonnes, en disant ça va mieux, mais juste j'ai bien pensé à toi, j'espère que ça va. Et en fait, je me rends compte que les liens sont hyper différents au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu, ça paraît très artificiel, mais en même temps ça devient hyper naturel. Et encore une fois, mes amis savent que maintenant
ils y passent un petit peu à chaque fois. Voilà, exactement. Et ça passe à tous les coups ou parfois ça bloque? Bonne question. Ouais, en fait, après j'ai de la subtilité aussi où quand ils me disent tes trucs de psy encore pénible machin. Mon mari un peu au début levait les yeux au ciel, mais maintenant en fait il est carrément séduit et du coup il y va à fond aussi. Donc parfois quand je vois que le mur est trop fort, en fait le fait de dire météo appelle à l'humour un petit peu et vient casser une première barrière. Donc ils se prennent au jeu. Moi, météo, voilà, bof ou hyper soleil. Et en fait, je me rends compte que par exemple moi, on me demande pas la météo et je le fais avec mon mari et tout, y a pas de problème. Mais parce qu'en fait, c'est pas vulgarisé quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas diffusé encore. Donc moi, je souhaite que dans tous les dîners, il y a un apéro météo quoi, où on puisse dire simplement c'est comment pour toi. Donc globalement, je sais à peu près où en sont tous mes amis quoi. C'est-à-dire que je sais s'ils traversent une période difficile ou pas. Voilà, c'est ça en fait l'amitié pour moi. Bah écoute, très sympa. Moi, je pense que grâce à cet épisode, à notre podcast maintenant, et nos millions d'écoutes, la météo des amis va devenir le concept des apéros entre amis. Mais je trouve ça très chouette. Ouais, moi, j'avais dans l'idée de faire, tu vois, un rendez-vous Save Your Friend Date, donc un rendez-vous SID entre potes. Après, je trouve que tu vois, je suis en train de travailler sur l'idée, mais je trouve que c'est pas toujours évident avec les amis de savoir où on peut aller. Ce qui est délicat, indélicat, il y a tellement tu vois, de sujets qui peuvent froisser que si on sait pas bien les prendre. Donc je trouve que c'est pas évident, mais effectivement t'as raison, le fait de passer par météo qui donne un mot, une image un peu légère de soleil, de nuages, de pluie, de rage, voilà, ça, ce côté imagé, je trouve que permet de bien emmener les choses. Donc je retiens et je vais tester. Donc à tous nos amis qui écoutent cet épisode, sachez que la prochaine fois, du coup, on va inviter, personne va venir, mais bon, en tout cas, merci 1000 fois à toutes les deux. C'était passionnant. Je le dis souvent que l'épisode était passionnant, mais là, c'est une fois de plus une réalité. C'est un sujet vraiment qui nous tient à cœur sur Au cœur du couple, et je pense qu'on en a très bien parlé, différemment encore. Donc, vraiment 1000 merci toutes les deux. Est-ce que vous auriez un petit mot final à dire à nos auditeurs chacune sur ce sujet, couple d'amants, couple de parents? Moi, je dirais peut-être juste ce qui me vient là, c'est comme t'en parles dans l'amitié, c'est de jamais oublier le pouvoir de l'amour en fait, l'amour sous toutes ses formes, et de pouvoir le faire vivre, parce que ça guérit tellement de blessures, ça favorise le lien. Enfin, c'est puissant en fait. Ça fait cucu peut-être de le dire comme ça, mais je crois qu'on le néglige beaucoup trop en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas hésiter à aller chercher du côté de son histoire. Prenez courage, gardez courage, quoi. Ne pas, dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose qui va se passer de toute façon, et s'appliquer à être heureux soi-même et à savoir ce qui nous rend vraiment heureux. Je pense que ça, c'est très, très important. Merci à toutes les deux. Merci Marie-Lise, merci Lénaïgue. Merci à tous pour votre fidèle écoute, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance, que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui se reste. Je veux qu'est-ce que caresse en mes yeux soit notre essence. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.